peu d'avance là, hein, mais il est pas quelle heure il est là? À 15h, donc voilà, il est l'heure, et il est quasiment l'heure. Oui, d'accord. Bon, alors je demande aux demandes des porteurs de portraits de communards et de drapeaux qui sont là, si vous voulez bien venir ici. Avant son rattachement à Paris, Belleville était un village revendicatif et fraudeur. Pour la population essentiellement prolétaire, aspirait à une république démocratique et sociale. C'est ce qui provoqua de la part du préfet Haussmann, lors du rattachement de Belleville à Paris, la décision de diviser le village en deux parties. Chacune de ces deux parties, de part et d'autre de la rue de Belleville nous sommes, donc la partie gauche étant attribuée au 19e arrondissement et la partie droite au 20e arrondissement. C'est déjà ce que nous appellerions aujourd'hui un charcutage électoral. À la fin de l'Empire et des années 1860, Belleville est à l'avant-garde des revendications démocratiques. En 1869, Gambetta, élu député de l'arrondissement sur le programme de Belleville, qui prévoyait la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque gratuite et obligatoire, promesse qu'il s'empressa d'ailleurs d'oublier quand il fut élu. Après la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, la garde nationale de Belleville, avec notamment Florin et Randier, dont nous parlerons dans le parcours, est au premier rang des combats contre l'invasion prussienne. Les clubs, le comité de vigilance, les sections de l'international exigent une république démocratique, sociale et universelle, aspirent à un gouvernement parisien symbolisé par le mot « commune ». Le 18 mars 1971, c'est l'échec de la prise des canons par l'armée sur ordre de Thiers. On connaît l'épisode de Montmartre, on sait moins qu'à Belleville aussi, il y a eu tentative de reprise des canons et échec. Des canons qui étaient entreposés au but de Chaumont. Au cours du parcours de cet après-midi, nous cheminerons dans les pas des principaux acteurs de cette révolution, à proximité des lieux où se sont produits des événements importants, avant et pendant la Commune. Dans le quartier où nous sommes, en ce moment, la Commune expirait dans les derniers combats de la Semaine sanglante, le 28 mai 1871. Nous passerons dans des lieux de résistance, des dernières barricades, des derniers tirs de canons et de chasse-coups des Fédérés. 140 ans après la Commune, bien que tout ait été fait pour imposer le silence sur ces événements, l'œuvre et les idéaux de la Commune sont d'une brûlante actualité. L'année dernière, pour son 140e anniversaire, nous avons initié une pétition pour la réhabilitation de la Commune et des communards, qui a recueilli à ce jour près de 10 000 signatures. Après les élections de ce printemps, nous demanderons aux députés, sénateurs et présidents de la République de mettre en œuvre les idéaux des communards adoptés à notre temps, c'est-à-dire une démocratie qui permette au peuple d'être entendu et de conserver sa pleine souveraineté, la reconnaissance de la citoyenneté pour les étrangers, l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, la réquisition des logements vacants pour les sans-domicile, la réquisition des entreprises abandonnées pour cause de délocalisation, une démocratie sociale sous le contrôle des salariés, la justice accessible à tous, une école redevenue laïque, gratuite et obligatoire. Alors là, ce sont quelques revendications, mais qui sont directement inspirées de l'œuvre de la Commune, des idéaux de la Commune, mais qui sont adaptées tout à fait à la situation d'aujourd'hui. Alors des amis, vous vous présentez cette pétition. Nous vous demanderons de la signer si vous n'avez pas encore fait. Nous vous demandons aussi d'en prendre un ou plusieurs exemplaires pour les faire signer dans votre entourage. Bon cheminement dans les rues des 19e et 20e arrondissements, dans les pas des communards. Alors nous n'avons pas obtenu l'autorisation d'utiliser les chaussées, donc nous devons donc autant que possible nous limiter sur les trottoirs. Donc nous allons avancer sur une centaine de mètres là, et nous ferons arrêt devant la taverne du Bagne, tenue par Maxime Lisbonne en 1884. Bon voyage et à tout à l'heure, je reste avec vous.
population se voyaient remettre un bulletin de levée d'écrou. Les ratapoils, un type de mouchard bonapartiste, étaient de beaux messieurs en redingote ayant sur le chef un chapeau. Au-dessus de celui-ci planait un aigle empaillé dont le bec tenait un morceau de lard. Par moments, une dispute s'engageait entre un ratapoil et un forçat, en travaux forcés à perpétuité. La déportation est terrible. En Nouvelle-Calédonie, son infirmité l'empêche d'accomplir un travail de force. Il est donc chargé de rappeler les condamnés se trouvant au travail en soufflant dans une corne en terre. Les sanctions les plus inhumaines frappent toute réclamation. Le régime des forçats ne parviendra pas à briser ses convictions. C'est au camp qu'il écrit ses souvenirs et qu'il inaugure le premier théâtre de la terre kanak. Le 11 juillet 1880, l'amnistie est enfin votée. Revenu à Paris après tant d'années de calvaire, Maxime Lisbonne se retrouve prêt à la lutte pour l'art et la liberté. Il dit « Je rentre la tête haute et fière. Après 8 années de bagne, je revois la capitale. Salut à toi Paris, ville des martyrs qui a vu couler le sang le plus pur et le plus généreux. Les 8 années de torture que j'ai endurées n'ont fait que rendre plus vif et plus entier mon dévouement à ta cause. C'est au milieu des amertumes de l'exil que j'ai mieux compris combien tu as été grand. Je ne veux rapporter dans tes murs aucun sentiment de haine ou de vengeance. » Il prend la direction des Bouffes du Nord et y monte une pièce de Louise Michel, Nadine. Chaque soir, son théâtre est le lieu de rendez-vous des vieux communards. Sa maison est ouverte à tous ceux qui ont froid ou faim. Dans le même temps, il se lance dans le journalisme avec l'Ami du peuple où il prône la révolution sociale. Le 1er avril 1888, ouvre la brasserie des révolutionnaires, boulevard de Clichy, avec livraison de frites chaudes. En 1889, il est candidat fantaisiste aux élections législatives. Ses outrances et tapageuses réclames, ses facéties ne l'enrichissent pas, et il fait faillite en 1894 alors qu'il tenait le cabaret, le Casino des Concierges. Le 1er avril, pas du tout, la maladie ralentissant son activité, il doit accepter l'hospitalité de sa belle-sœur, Madame Mouron, à la Ferté-Alais, et il mourra là le 25 mai 1905. Il disait, non, il ne disait pas, il y a quelqu'un qui disait, si la commune avait eu beaucoup de défenseurs comme Maxime Lisbonne, malgré les conditions d'infériorité de la lutte, le résultat final n'eût peut-être pas été le même. Si surtout, au lieu de prendre pour chef le traître Lullier, c'eût été à ce brave qu'on eût confié la défense de Paris, la marche sur Versailles eût été commencée dès le 19 mars. Alors le Mont Valérien eût appuyé la colonne d'attaque du 4 avril et la bataille changeait de face. Ça, c'est le texte de Marcel Serres, qui est tiré du livre Maxime Lisbonne, le d'Artagnan de la Commune de Paris. Marcel Serres est l'arrière-neveu de Maxime Vuillaume et est décédé il y a 2 ans. Il a été pendant un demi-siècle un des animateurs des Amis de la Commune de Paris et un des plus ardents de notre association. Historien reconnu de la Commune de Paris, il se consacre à l'analyse rigoureuse de la Révolution du 18 mars à partir de portraits sensibles de communards. Voilà. Merci Solange. Et au travers d'elle, merci à Isabelle qui a écrit ce texte et qui malheureusement est retenu par... Approchez-vous s'il vous plaît, je vais vous demander de vous serrer le plus possible auprès du micro, parce que de la sono exactement, parce que je crois savoir que les gens qui sont un peu loin derrière n'entendent pas tout à fait. Alors ici nous sommes à l'angle de la rue Ramponneau et de la rue des Tourtilles, où se situait une barricade que vous voyez ici sur notre panneau, et dont Lissa Garay a parlé dans ses mémoires. Et pour cela, je vais demander à Aline Rimbaud de lire un texte sur cet emplacement, sur ce carrefour, qui est la dernière ou l'une des dernières barricades du 28 mai 1871. Merci Yves, merci beaucoup. Alors donc, tu viens de présenter ce croisement. Effectivement. Voilà. Non mais bon. Ah non, je le tiens quand même. Tu peux pas avec les mains qui bougent, comme t'es un peu italienne. Je suis pas italienne. Mais si t'as les mains qui bougent. Bien, alors. Voilà cette pancarte qui vous présente ce lieu. Alors quelques éléments de contexte avant d'évoquer ces derniers combats. La commune n'a pas pu ou su vaincre, mais le pouvait-elle vraiment? Quelles sont les forces en présence, les chefs et les troupes? Des délégués à la guerre de bonne volonté, mais dépassés par leurs tâches.
Quelle stratégie adopter? Offensive ou défensive? Offensive d'abord. Des sorties vers Versailles sont organisées, mais elles échouent avec de lourdes pertes. Celle du 2-3 avril, conduite par Eudes, délégué à la guerre, échoue et Flourens est sauvagement assassiné. On va vous en parler tout à l'heure. Eudes est remplacé par Cluseret, à son tour remplacé par Rossel, polytechnicien et soldat professionnel, mais de l'Écluse lui succède début mai. Donc, 4 délégués à la guerre en 72 jours que dura la Commune, cela illustre bien les difficultés de commandement. Quant aux troupes, beaucoup d'enthousiasme chez les bataillons de la garde nationale. 200 000 gardes nationaux armés, mais qu'il faut sans doute ramener à 50-60 000 combattants, peut-être même seulement à 20 000 soldats déterminés. Je tourne ma page. Excuse-moi, il faudrait un tourneur de page. Donc 20 000 soldats qui vont sans doute se battre jusqu'au bout. Côté versaillais, Thiers, chef du gouvernement, peut compter sur 120-130 000 hommes bien armés et encadrés et surtout préparés psychologiquement à reprendre Paris insurgé. À noter que dès l'insurrection du 18 mars, les barricades se sont élevées un peu partout dans Paris, notamment dans les quartiers populaires, dont Belleville, et ici même, rue de la Tourtille. C'est celle-là, la rue de la Tourtille. Après l'échec des opérations offensives, la commune adopte une stratégie défensive, cette fois de la capitale. En avril, une commission des barricades est constituée pour concevoir un plan d'ensemble de construction défensive. Grande structure pour les principales artères et les points stratégiques, constructions diverses pour les artères plus petites. À la veille de la semaine sanglante, plusieurs centaines de barricades ont été construites, inégalement réparties dans tout Paris, probablement 900 en tout, chiffre obtenu à partir des listes des barricades démolies par les services de la préfecture en juin 1871. Les plus nombreuses dans les quartiers populaires de l'Est de Paris, 45 dans le 14e, 78 dans le 11e, 76 dans le 20e où nous sommes, 111 dans le 19e arrondissement. Sur les 76 barricades du 20e arrondissement, 17 grands ouvrages sont intégrés dans le système défensif global. Les 59 autres barricades sont disséminées dans tout le quartier. Le dimanche 21 mai, en fin d'après-midi, les Versaillais entrent dans Paris par les portes de Saint-Cloud du Point du Jour, pas suffisamment gardées. À ce moment, un concert a lieu aux Tuileries au bénéfice des veuves et des orphelins. Les troupes versaillaises avancent progressivement des quartiers de l'Ouest et du Centre vers les quartiers populaires du Nord-Est. Pendant une semaine, c'est la semaine sanglante, véritable guerre civile entre une armée populaire et une armée professionnelle. Une dizaine de milliers de fédérés résistent jusqu'au bout aux assauts de plus de 125 000 Versaillais aux moyens militaires infiniment supérieurs. La résistance est très forte dans certains quartiers, par exemple au Batignolles, à la place d'Enfer Rochereau actuel, au carrefour de la Croix-Rouge où combattent Eugène Varlin et Maxime Villaume, dont on vient de vous parler, mais Montmartre a été conquis par surprise. Le 24 mai au soir, l'armée tient plus de la moitié de la ville. Le vendredi 26 mai au soir, il ne reste aux insurgés que des bastions populaires au nord-est. Avec pour centre Ménilmontant et Belleville. Les fédérés et les Parisiens les plus déterminés vont se battre sur les barricades qui sont les dernières à tomber. Où se situe la dernière barricade? De l'autre côté du boulevard de Belleville, que nous avons quitté tout à l'heure, dans le 11e arrondissement, au bout de la rue de la Fontaine-au-Roi, une plaque apposée au numéro 17 évoque, je cite, la dernière barricade de la commune, à partir des souvenirs de Louise Michel, barricade défendue par Eugène Varlin, Théophile Ferré et Jean-Baptiste Clément qui sont cités sur cette plaque. Une historienne actuelle, Laure Godineau, privilégie plutôt le témoignage de Lissa Garet, Yves vient de vous en parler, témoin et historien de la commune. Je cite Laure Godineau qui cite Lissa Garet. Lissa Garet localise la dernière barricade rue Ramponneau, la faisant entrer dans la légende d'un combat désespéré mais héroïque. Merci, tu es gentille. Voilà. Alors, je cite Lissa Garet. Non, je préfère, moi, tu es gentil. J'ai l'impression de mieux contrôler. Je cite Lissa Garet. Le samedi soir, il n'y a plus aux fédérés que 2 morceaux des 19e et 20e arrondissements. Il pleut à torrent. Hein.
Les blessés affluent à la mairie du 20e où il n'y a ni médecin, ni médicaments, ni matelas, ni couverture. Les malheureux agonisent sans secours. Alors, j'ajoute quelque chose, on cite la mairie du 20e arrondissement, il s'agit de l'ancienne mairie du 20e arrondissement où nous serons au terme du parcours. Je reprends la lecture de Lisa Garet. Le dimanche 28 mai à midi, le dernier coup de canon fédéré part de la rue de Paris, c'est la rue de Belleville où nous étions tout à l'heure, que les Versaillais ont prise. La dernière barricade des journées de mai est rue Ramponneau. C'est toujours Lisa Garet. La dernière barricade des journées de mai est rue Ramponneau. Pendant un quart d'heure, un seul fédéré la défend. 3 fois, il casse la hampe du drapeau versaillais arboré sur la barricade de la rue de Paris. Pour prix de son courage, le dernier soldat de la commune réussit à s'échapper. C'était donc Lisa Garet. Même lieu ici même, mais un récit un peu différent pour Robert Toms, un historien anglais actuel. Je cite Robert Toms. Vers 6 heures du soir, le dimanche 28 mai, longtemps après la fin des combats principaux, la dernière petite barricade de la rue de Tourtille résiste brièvement à un peloton de chasseurs très surpris, commandé par Paul Déroulède. Nous ne savons pas combien se font tuer sur place ou sont sommairement fusillés, mais plus de 1500 corps sont enterrés dans le 19e et plus de 2000 dans le 20e. Alors donc, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, un croquis d'Albert Robillard. C'est toi, ne te tourne pas. Ah, c'est moi. Ah bah ouais, je me tournais moi-même, je me cherchais. Un croquis. Bah, je peux me tourner tous les gens. Tenez, regardez. Ah, les recteurs, c'est d'accord. Ok. Un croquis d'Albert Robida, dessinateur de la fin du 19e siècle, nous montre les combats qui ont eu lieu sur cette barricade le dimanche 28 mai 1871. Alors on voit, regardez, donc voilà, cet immeuble, alors attends, cet immeuble-là n'existe plus. Par contre, tout ce bloc-là, vous voyez, tout ce bloc-là, c'est le bloc qui est sur la gauche, sur le croquis, existe toujours. Alors regardez bien, parce que là, il y a aux fenêtres tout un échafaudage, et peut-être que cette maison va disparaître. Mais celle-là, c'est celle-ci. Vous voyez? Par contre, celle-là, c'est comme ça a disparu. Voilà. C'est terminé. Merci Aline pour ces explications. Donné par les patrons qui avaient filé à Versailles, et qu'on appelait les francs-fileurs d'ailleurs, qui s'étaient sauvés à Versailles, soient réquisitionnés pour loger ceux qui étaient victimes des bombardements des Versaillais. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, et je pense que si vous êtes intéressé par cette période de l'histoire, vous pouvez prendre contact avec l'association Les Amis de la Commune de Paris, que vous trouverez rue des 5 Diamants dans le 13e, où on pourra vous recevoir pour vous donner les explications que vous jugerez nécessaires. Donc nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Nous voudrions mener ensemble la fin de cette campagne que nous avons lancée pour la réhabilitation des communards. Ils ont leur place, et c'est pour ça qu'il nous faut des plaques dans les mairies, dans les rues, des noms de communards et de communardes, pour qu'on se rappelle que cette période de l'histoire nous a permis de démontrer que la démocratie c'était possible, même si on ne l'a jamais connue depuis. La démocratie c'est possible. Donner le pouvoir au peuple, faire que le peuple gouverne pour lui et par lui, c'est vraiment un objectif que nous pouvons mener avec beaucoup de force de toute nature. Bravo, bravo, bravo. 20e arrondissement et d'ailleurs. Je veux dire ma grande joie de vous voir tous ici. On se retrouvera fin mai pour la montée au mur traditionnel au Père-Lachaise. Vous dire que le 20e arrondissement a partie liée avec la commune. Cet arrondissement avait 11 ans au moment de la commune, créé par le rattachement ou l'annexion, selon la vision que l'on a de la création de Paris à ce moment-là, de nos quartiers. Cet arrondissement s'est appelé la Colline Rouge pendant la commune. Il a porté haut et fort les idéaux de la commune. La mairie du 20e, en 1995, a collé, nous nous sommes battus au nom avec la mairie de Paris pour que dans chacun des arrondissements, les maires qui ont été les maires des arrondissements pendant la commune aient leur nom apposé à côté des maires, de la liste des maires
d'arrondissement de Paris. Et le maire du 20e, Ranvier, a son nom à côté des maires du 20e arrondissement. Il restait quelque chose à faire depuis 140 ans, ou 139 ans, puisque c'était l'année dernière. C'était, on peut le prendre d'une vision un peu cauchemar, le grand débat entre le 11e arrondissement et le 20e arrondissement, à savoir où était tombée la dernière barricade, à la Fontaine-au-Roi ou ici, entre Ramponneau et Tourtille. Eh bien, tous ceux qui savent lire Lys Légaré savent que c'est ici qu'est tombée la dernière barricade de la commune. Et ayant tranché personnellement avec Patrick Bloch, maire du 11e arrondissement, la querelle, je lui ai dit, nous te laisserons le mot de la dernière barricade, mais nous prendrons les derniers combats. Voilà, c'est ici, dans le 20e arrondissement, qu'ont eu les derniers combats, et nous avons voulu, au moment du 140e anniversaire, rendre hommage aux hommes et aux femmes, parce que c'est vrai que la commune souffre, comme toutes les périodes de lumière. Je pense à la période de la Convention, sous la Révolution française, d'avoir été réécrite par les vainqueurs. Et donc, parfois ça peut paraître folklorique. Nos drapeaux rouges, nos foulards rouges, nos œillets, nos cris, nos chants. Mais en même temps, vous avez eu raison de rappeler, Madame la coprésidente, de rappeler l'œuvre de la commune, ce surgissement dans l'histoire de France, et qui a été suivi par l'ensemble de l'Europe, y compris par Karl Marx, qui écrivit la guerre civile en France, et qui a compris ce qui se passait ici, et qui lui a permis ensuite de réfléchir sur ce que pourrait être un autre modèle de société. Bien sûr, les surgissements de l'histoire sont toujours une proclamation de l'universel. Et tout ce que vous avez rappelé, mesurons qu'ils sont encore aujourd'hui des combats. La laïcité, l'égalité homme-femme, le travail, le salaire, l'instruction, le droit au logement, le droit à la démocratie. Cela veut dire que nous ne sommes pas sur une colline rouge nostalgique. Nous devons être, si nous voulons être fidèles aux héros de la commune, nous devons être nous-mêmes porteurs de la lumière qui s'est éclairée ici, entre le 18 mars et le 28 mai. Alors, faire un peu d'humour, vous connaissez que la commune, ça a été aussi un moment de fête et de joie, d'explosion culturelle. Eh bien, nous dirons que tout ça n'empêche pas Nicolas, qu'elle n'est pas morte. Ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. N'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Parfait, nous sommes rodés pour un numéro de but. Alors, nous avons voulu, dans le 20e arrondissement, faire un rebours de l'histoire. C'est-à-dire commencer la commémoration par l'hommage du dernier combat et finir avec vous le 26 mai par aussi une fête, une évocation populaire qui sera donnée sur la place de la Réunion pour faire le contrepoint. Parce que la fin de la commune, bien sûr, il faut l'évoquer avec douleur, et nous le ferons. Avec d'autres, nous le ferons aussi le 1er mai. Nous le ferons avec douleur avec vous, mais nous voulons aussi montrer ce que fut la commune, une geste culturelle, joyeuse, festive de toutes les énergies. Alors je vais lire, c'est pourquoi ici, en ce jour, nous commémorons la dernière barricade, pour que, lorsque la fin de la semaine sanglante sera passée, nous soyons dans la joie et l'exaltation de ce qu'ont été ces quelques semaines qui ont réveillé plus que la France, plus que Paris, et aussi l'Europe, et ont donné au monde le sentiment qu'un peuple libre peut avancer debout et proclamer à l'universel la liberté, l'égalité, la fraternité. Ici, le 28 mai 1871, ont eu lieu les derniers combats de la Commune de Paris, en hommage aux hommes et femmes qui ont lutté pour la liberté et la justice. Le 20e arrondissement et le peuple de Paris se souvient et s'incline.
Mesdames, Messieurs, maintenant nous allons... C'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, tous les esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. Bon, chers amis, nous allons poursuivre notre... Où nous ne sommes pas passés aujourd'hui. Un événement dramatique s'est déroulé rue Axo, à environ 1 km d'ici, en direction de la porte d'Ilila. Le 26 mai, une cinquantaine d'otages, emmenés de la prison de la Roquette, ont été exécutés par des fédérés, sous la pression d'une foule excédée et indignée par les exécutions de 20 à 30 000 fédérés. En tout, une soixantaine d'otages ont été exécutés. Au cours des combats, moins d'1 millier de soldats versaillais. Donc d'un côté, 20 à 30 000 morts de l'autre, moins d'1 millier. Je précise quelques mots sur le décret du 18 avril 71. Il a été pris donc au lendemain des premières attaques des Versaillais. Les combats ont lieu à la Défense et là, ce seront les premières exécutions sommaires. Les Versaillais ne font pas de prisonniers, ils exécutent sommairement les ouvriers. Et sous cette pression, la commune décide d'arrêter des gendarmes et des prêtres et de les désigner comme otages en précisant que pour chaque communard exécuté sommairement, il y aurait 3 Versaillais exécutés. En fait, la commune n'a pratiquement jamais appliqué ce décret, malgré les dizaines de milliers de morts, et il a fallu attendre les tout derniers jours pour que, sous la pression de fédérés qui avaient eu un père, un frère, un enfant mort, qu'il y ait eu ces quelques otages qu'on peut regretter, parce que le problème des otages n'est pas une bonne solution, mais il faut convenir quand même que c'était quand même apporter une explication sur cette affaire qui quand même mérite qu'on s'y appelle. Je termine rapidement. Au Père-Lachaise, donc, les derniers combats ont lieu le 27 mai. Le 28 mai, 150 prisonniers emmenés de la prison de Mazas sont exécutés sommairement et enterrés dans une fosse commune. C'est le mur des fédérés, qui est devenu depuis 1882 un lieu de mémoire de la commune. Et j'en profite pour vous dire que la prochaine montée au mur, comme nous disons depuis 1882, tout faisant une montée au mur, cette année, la montée au mur aura lieu le 28 mai à 14h30, en partant de la place Gambetta. Le mur des fédérés est devenu un lieu de mémoire, mémoire pour la guerre d'Espagne, mémoire pour la résistance, mémoire pour la déportation, mémoire pour les victimes de la tuerie de Charonne. Un autre point, oui, la tuerie de Charonne. Un autre point du 20e, c'est le cimetière de Charonne, où en 1897, on l'a retrouvé à proximité du cimetière. En faisant des travaux de terrassement, les ouvriers ont trouvé 800 squelettes et qu'on a pu identifier par des restes d'uniformes comme étant des restes des communards exécutés sommairement en 1871. Et à cet endroit-là, les ossements ont été rassemblés dans un endroit du cimetière de Charonne, et depuis 2007,
il y a une plaque qui a été apposée à la mairie de Paris sur cet endroit. Et j'en profite justement pour, ça a déjà été dit, mais dans le cadre de la pétition pour la réhabilitation dont on a parlé, on veut donner le nom de plaque, donner les noms de communards, mais citer des lieux pour que la commune ne soit pas oubliée. Et donc, par exemple, en 2011, une plaque a été apposée à la caserne Nouveau. Dans le 11e arrondissement, le nom du square a été donné à Jean Hahnemann. Une plaque à la mairie portant les noms des élus dans le 2e, le 10e, 13e, 14e et 18e. Et il reste encore à faire des centaines de... Je vais en terminer, j'arrive à la fin. Je demande un petit peu de patience. Donc, une autre date, le 11 avril. Nous allons la mairie de Paris va inaugurer une plaque qui sera dans la mairie du 10e arrondissement pour rappeler que dans cette mairie du 10e arrondissement siégeait l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Et puis une annonce, mais là je n'ai pas de date, mais nous avons appris que le nom de Léo Frankel, faisant fonction de ministre du Travail du 13e arrondissement, sera honoré par un nom de rue dans le 13e arrondissement. Au cours de notre parcours de Belleville, nous avons essayé de faire revivre l'atmosphère de lutte et d'enthousiasme révolutionnaire de nos anciens de 1871. Restons fidèles à leurs idéaux. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire revivre dans les conditions de notre temps. Notre meilleure arme, c'est la pétition. Faisons-la signer à nos proches, parents, amis, collègues de travail. Tous ensemble, exigeons la réhabilitation de la commune et des communards. Je rappelle brièvement les toutes prochaines initiatives des Amis de la Commune. Dimanche prochain, ce sera le banquet communard. Et le 26 mai, je l'ai déjà dit, la montée au mur des fédérés. Notre après-midi, que nous avons voulu à la fois mémorielle et revendicative, inscrit dans les combats d'aujourd'hui, va s'achever avec la présentation d'un extrait de notre pièce, Le Rendez-vous du 18 mars, que nous avons joué il y a un an aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville. La commune n'est pas morte, vive la commune! Vive la commune! Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à nos amis acteurs et comédiens en précisant que l'extrait de pièce que nous vous présentons commence de juste avant les 18 mars 1871 et se termine le 28 mars avec la proclamation de la commune triomphante. Place aux comédiens. Merci. L'Assemblée a la majorité à élu tiers, chef du pouvoir exécutif. À l'époque, on ne dit pas encore président de la République. Les députés félicitent tiers. Mais celui-ci avoue sa lâcheté face à l'ennemi. Merci messieurs. À présent que vous me remettez aux affaires, je vais en votre nom conclure une paix définitive avec Bismarck et forcer Paris à rendre ses armes. Et croyez-en à ma longue expérience de ministre de l'Intérieur, je maintenai la classe ouvrière. Ensuite, nous reparlerons ensemble de votre désir de rétablir la monarchie. Parisiens, vous avez entendu ? Nous avons toujours nos canons de guerre. Les canons de guerre! Servons-nous-en pour protéger la République. Thiers annonce les mesures qui vont étouffer le peuple de Paris. Messieurs les députés, les ouvriers et les commerçants parisiens doivent 6 mois de loyer et d'échéance à leurs propriétaires. La guerre est finie, que diable! Exigeons leur paiement immédiat. Soldats de la garde nationale, l'Assemblée nous provoque. Allons-nous nous laisser faire? Non! Que chaque légion d'arrondissement élise des représentants. Notre fédération rassemble aujourd'hui la quasi-totalité des bataillons de Paris. Notre comité central représente les ouvriers en armes. Vive les fédérés! Ouais, vive les fédérés! Et pendant ce temps, à l'Assemblée, l'Assemblée quittera Bordeaux sous 8 jours pour Versailles, la capitale des rois, car Paris n'est plus la capitale de la France. Quant aux Parisiens, désarmez-les, monsieur Thiers, vite!
Le 18 mars 1871, au petit matin, au pied de la butte Montmartre, le chef du gouvernement tente de voler les canons. Entraîné par Louise Michel, les femmes alertent la population. Réveillez-vous, citoyens! Sortez de chez vous! L'armée est là! Aux armes! Aux armes! Aux armes! De nombreux soldats rejoignent la garde nationale. Silence, canaille! Je suis le général Lecomte. Ces canons appartiennent à l'État. Si vous persistez à empêcher leur évacuation, je commanderai le feu contre vous. De quoi? Que ça ne touche pas, les capitulards! Ces canons sont à nous! On les a payés avec notre argent par souscription populaire! Soldats, apprêtez armes! En joue! Feu! Non, Eh les gars, rejoignez-nous! 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 Allez, crossons-les! De nombreux soldats rejoignent la garde nationale. Dans chaque rue de Paris, une barricade est dressée pour subir les assauts de la troupe. Mais c'est alors que s'est produit l'inimaginable. Thiers et sa clique quittent Paris pour aller à Versailles. Il ordonne que le jour même, le gouvernement, l'armée, les fonctionnaires, les corps constitués quittent Paris avec leur matériel et par tous les moyens. Le 18 mars 1871 au soir, le comité de la garde nationale se réunit à l'hôtel de ville. Ils sont propulsés aux commandes d'une ville, libérés de tous les pouvoirs officiels, et ils n'en reviennent pas. Après 10 jours de liesse, ils élisent leur gouvernement, la Commune de Paris. Des ouvriers viennent présenter leur grand projet égalitaire. Comme le dit Eugène Verlin, quand un homme mourra de faim devant la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Nul! La routine et les préjugés entre les hommes sont... La routine et les préjugés entre les hommes sont les pires obstacles au progrès. Nous devons éduquer les masses et mettre tous nos efforts en commun. Que les crèves la faim se lèvent! Paris s'agite. Paris s'agite. Paris veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les travailleurs. Nul prolétaire ne rentrera dans son trou. Mieux vaut crever dans la révolte. Mais pourquoi sommes-nous là engagés tous ensemble aujourd'hui? La Commune, c'est un gouvernement démocratique, républicain, constitué de tous les élus d'arrondissement. Une ville qui se dirige elle-même. C'est le premier gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, de toute l'histoire de France. Mais la Commune, c'est aussi des artisans, des ouvriers, des intellectuels, des artistes, et de toutes les nuances. Blanquistes, fourriéristes, proudhoniens, anarchistes, francs-maçons, internationalistes, marxistes, mais tous républicains. Le 26 mars 1871, à midi, la place de l'hôtel de ville et le quartier sont envahis par une foule immense. À la tribune, les 88 élus de la Commune. Parmi eux, Ranvier, maire du 20e arrondissement, s'avance. Citoyens, j'ai le cœur trop plein de joie pour prononcer un discours. Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris pour le grand exemple qu'il donne au monde entier.
Votre commune est constituée. Au nom du peuple, la commune est proclamée. Vive la commune! Vive la commune! Proclamée! Vive la commune! Nous chanterons le temps des cerises, et des rossignols, les mers de nos cœurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, il fera bien mieux. Le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des vents dans l'oreille. Cerises d'amour aux robes pareilles, dans son cœur en gouttes de sang. Mais il est d'amour. Le temps des cerises, pendant le j'aimerai toujours le temps des cerises, c'est ce temps-là que je garde au cœur, une plaie ouverte, et dame fortune, en mettant offerte, ne pourra jamais cacher ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Debout les lames de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, tous l'esclave debout, debout, le monde doit changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Vive la commune! Ça vole dans le vent, les mauvais jours finiront. Et garde à leur revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Comme à légende, la police refleuriront sur notre toit, fiers de l'existence de service et le pistolet en son toit. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés curés. N'empêche pas Nicolas, la commune est à mort. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune est à mort. Tout ça prouve au combattant, Marianne dans la peau brune, du chien au ventre et qu'il est temps, qu'elle vive la commune. Et ça prouve à tous ces Judas, si ça marque la sorte, ils apprendront dans le feu nom de Dieu, que la commune est
pas morte. Ils apprendront